Notre planète est en danger. La fréquence des catastrophes naturelles se multiplie, s'accentue. D'année en année, les effets néfastes des changements climatiques exacerbent les catastrophes. Ouragans, inondations dévastatrices, sécheresses prolongées, incendies de forêts massifs sèment des dégâts sur leur passage. De l'avis de certains experts, les années 2010 ont été la décennie la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire du monde. Monsieur le Président, au regard de l'importance de cette question vitale, vous ouvrez ce jour, jeudi 11 novembre 2022, une réflexion sur la mobilisation citoyenne face à l'urgence des changements climatiques, donnant ainsi l'opportunité à l'ensemble du corps social représenté au Conseil économique et social et aux autres acteurs non gouvernementaux l'opportunité à travers un café scientifique de se préoccuper de cette question d'intérêt général, ce qui reste parfaitement en harmonie avec les attributions constitutionnelles de notre institution. Alors, le dérèglement, vous voyez, le dérèglement c'est quoi? Le dérèglement est interne, est structurel. Lorsque, par exemple, j'ai une amie, au cours d'une saison, au lieu d'avoir la pluie, en avril, je n'ai pas l'avril. L'avril commence en mai, ou en juin. On se pose des questions. Il y a un dérèglement. Le cultivateur qui attend la pluie ne l'a pas. Donc le climat est déréglé. Au lieu que la pluie s'étend sur 4 mois au sud, ou 6 mois, toute la pluie se concentre sur 2 mois. Ça va créer des problèmes d'inondation. En ce moment-là, on dit dérèglement. Le climat est déréglé. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a changement. Le dérèglement est différent du changement. C'est structurel, c'est saisonnier. Bon, vous voyez, quels sont les facteurs responsables de ces modifications, de ces différents changements que nous observons sur notre climat? Vous voyez, le GIEC a déjà précisé que nous sommes tous ensemble. Vous et moi sommes responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous voulons avoir des climatiseurs. Nous voulons avoir tout. Des véhicules regard qui consomment quoi? Nous voulons avoir tout. Nous voulons maîtriser l'environnement. Oublions que, en faisant cela, nous déséquilibrons l'environnement naturel. Alors, quelles sont les causes essentielles? Aujourd'hui, nous émettons dans l'atmosphère une grande quantité de gaz à effet de serre. On vous parlera de réchauffement. Et là, on comprend encore réchauffement et changement. Ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir un réchauffement sans changement. Le réchauffement, c'est quoi? On parlait d'effet de serre. Le réchauffement est dû à quoi? Au gaz à effet de serre. Il n'y a plus de gaz. Les gaz des congélateurs, des frigos, des climatiseurs, tout cela se dégage dans l'atmosphère et forme, disons, je dis, un rempart opaque qui empêche la diffusion du rayon incident. Lorsque le soleil émet ces rayonnements, le rayon vient au sol. Il y a le rayon incident et il y a le rayon réfléchi. Ce qui est réfléchi devait se dissiper dans l'atmosphère. Malheureusement, nous avons déjà produit des gaz parce que je vais avoir mon champ, parce que je vais avoir mon climatiseur, parce que je vais avoir ci, parce que je vais avoir ça. Nous avons déjà produit dans l'atmosphère assez de gaz opaque qui empêche la dispersion du rayonnement réfléchi dans l'atmosphère. Ce qui va entraîner le renvoi vers le sol de ce rayon solaire qui va entraîner le réchauffement. C'est pourquoi on parle d'effet de serre. La serre, c'est quoi? La serre, c'est une bâche. Et que les gens utilisent dans les pays froids pour protéger la pollution en hiver. C'est exactement comme ça que le climat se comporte. Et cette serre-là, c'est nous qui produisons ces gaz-là qui empêchent la diffusion. D'où le réchauffement climatique qui n'est pas le changement. Le climat se chauffe, d'accord? Et ces gaz que nous rejetons dans l'atmosphère sont responsables. Le GIEC, dans son dernier rapport, a montré, sans embâche, que l'homme que nous sommes responsables de ce réchauffement global. Vous voyez, la température, c'est montré que les températures sont en hausse. Elle va continuer à augmenter si rien n'est fait. Si nous continuons à détruire, à utiliser la technique
sur brûler l'agriculture, si nous avons encore l'élevage partout, si nous multiplions les terrassements de nos maisons, au lieu d'avoir une maison verdoyante, non, 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 on terrasse partout. Je vais avoir pas je vais avoir du bouton ici. Attendez, où est-ce que nous allons? Or, tout cela empêche l'infiltration de l'eau. S'il n'y a pas d'eau dans le sol, vous aurez la réflexion solaire qui va augmenter et va accentuer le réchauffement global. Quelques exemples de nos industries, c'est nous. Ça, c'est nous, ça. Même pas tellement l'Afrique. Hein. Nous, on n'a pas d'argent pour produire déjà l'industrie sale. Et ils ont l'argent. Ils ont commencé avant nous. On n'a rien. Avec ça, voilà les constructions que nous avons, qui ne sont pas protecteurs de l'environnement. La déforestation. Nous détruisons tout pour nous implanter. Allez au nord du Bénin. Vous pensez qu'il y a des forêts. Alors quand on dit les forêts, c'est la culture. Apparemment, on voit les forêts, mais à l'intérieur, les gens ont déjà tout détruit. Donc, le risque et les risques, en réalité, sont les conséquences d'une interaction qu'on observe entre la nature et la société. Et ce risque-là sera qualifié de naturel lorsque l'aléa, qui est responsable de la situation, sera aussi d'origine naturelle. Donc, tout à l'heure, il y a entendu parler des crues, des inondations, des sécheresses, des cyclones et autres. Donc, lorsque le phénomène est lié ou bien d'origine naturelle, on peut, dans cette condition-là, parler notamment de risque naturel. Alors, donc, les risques sont considérés comme le produit, tel que je l'ai dit tantôt, de l'aléa par rapport à un enjeu. Et si on pouvait écrire ça, on pouvait l'écrire de façon mathématique, comme une formule, c'est que le risque égale à l'aléa produit par l'enjeu, plus ce qu'on entend par ce qu'on a aujourd'hui comme la mitigation, mais la résistance, la résilience, etc. Alors, les questions de vulnérabilité. On parle de vulnérabilité au changement climatique pour voir le degré auquel un système peut subir un certain nombre de chocs, que ce soit interne ou bien externe. Et en matière de vulnérabilité, on parle souvent de vulnérabilité actuelle et même de vulnérabilité future. Les questions d'adaptation. Lorsqu'on parle d'adaptation, de la capacité d'adaptation, ça fait appel à la capacité d'ajustement d'un système pour faire face aux conditions climatiques qui changent. Les questions d'atténuation supposent les interventions entreprises qui auront pour conséquence, qui auront pour effet la réduction des sources qui sont responsables des changements climatiques. Donc il y a plusieurs concepts qu'on peut utiliser, bien qu'on utilise souvent pour des questions de risque. On parle tout à l'heure, vous avez entendu parler des moyens d'existence. Les moyens d'existence, c'est ce paquet-là qui est constitué de tout ce que nous avons, les avoirs, ça peut être des terres, ça peut être des végétations et autres, qui permettent quand même d'une manière ou d'une autre de faire face aux conséquences des changements climatiques. Nous ne pouvons pas parler de café scientifique aujourd'hui sans mettre au cœur de leur café scientifique les citoyens. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour ceux qui me connaissent, l'article 27 de la Constitution nous offre droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Ce n'est pas négocié. Il n'est pas négociable. Impossible de le négocier, à moins que nous sortons l'article 27 de la Constitution. Tant qu'elle est là, nos populations sont au cœur de tout ce que nous faisons. Dans notre communication à nous, quand on m'a sollicité, j'ai dit oui, mais à une condition. Un exemple typique de l'existence de nos citoyens dans un mouvement. Parce que quand on parle de citoyen, c'est quelqu'un qui a la citoyenneté d'un pays ou d'une ville. Quand on parle de mobilisation citoyenne, c'est des gens qu'on regroupe, des gens qui se regroupent, des gens de tous les bords possibles pour défendre une cause noble. Et quand on parle de changement climatique aujourd'hui, nous sommes tous embarqués
Vous avez tout écouté. Le président du Conseil économique et social l'a dit, vous l'aviez dit, les communicateurs l'ont dit, nous sommes tous embarqués dans un bateau, si on le ferme, ça va couler. Et nous allons tous couler avec. C'est d'où il serait souhaitable aujourd'hui, quand nous parlons de nos citoyens, nous retournons, on a pris les anciens d'Autonomie à FIFADI, c'est ça que vous allez voir. Et à FIFADI aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est les populations qui se sont regroupées, les citoyens qui se sont regroupés et qui sont en train de transformer FIFADI. 3 critères m'ont plu chez eux. Premier critère, ils m'ont démontré par A plus B que par les bateaux, on peut quitter FIFADI pour aller à Porto-Novo en 13 minutes. J'ai fait le parcours avec eux dans une pirogue. 13 minutes pour aller à Porto-Novo. Et quand vous prenez ce bateau-là, vous voyez tout ce que nous évitons comme gaz à effet de serre. Regardez tous les véhicules qui vont à Porto-Novo, du matin au soir. Et on dit que les gaz à effet de serre font partie. C'est le mouvement du changement climatique le plus atroce. 13 minutes pour aller à Porto-Novo. Et c'est les populations même qui nous ont prouvé qu'au temps de leurs aïeux, et que depuis toujours pour aller à Porto-Novo est à côté, on va déjeuner et on revient. Deuxième truc qui m'ont plu, ils ont pris des espèces d'arbres en voie de disparition que leurs ancêtres fabriquaient, de plantaient. Et c'est ça qu'on est en train de planter aujourd'hui à FIFADI pour prouver la mémoire de comment on peut faire pour séquestrer le feu de carbone. C'est des exemples concrets. Aujourd'hui, ils ont nettoyé 2 hectares de chenilles, des déchets. 2 hectares de déchets, les sachets plastiques, ils les transforment en pavés. Les autres déchets, ils les trient. Mais quel exemple de citoyenneté voulez-vous qu'on ait aujourd'hui pour protéger notre planète? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut nous trouver des exemples plus concrets. Impossible. Vous allez chez eux aujourd'hui, ils ont des cages de poissons qu'ils élèvent et du poisson frais. Nous, notre communication, Monsieur le Président, ce n'est pas une communication universitaire. Nous sommes dans un débat de terrain. Et nous devons nous dire à ce café scientifique aujourd'hui, qu'est-ce que le Conseil économique et social peut faire pour accompagner la citoyenneté dans nos communes. Puisque si on vous dit que vous avez droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, n'est-il pas possible qu'une fois par an, vous sillonnez certaines communes pour la citoyenneté, pour que le peuple se réveille? On va au COP. Nous étions à la COP 21. C'est Laurent Fabrice avec Ségolène Roy qui ont présidé. On était tous heureux, on a applaudi pour les résolutions de la COP. Je défie celui qui me dira qu'on a appliqué une seule résolution à la tâche où nous parlons. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de pleurer en Égypte pour dire au moins donnez-nous les moyens pour les pollutions que vos usines envoient en Afrique. Près de 30 000 tonnes qui vient en Afrique. Le président sénégalais dit pardonnez, donnez-nous un peu d'argent pour qu'on arrête ça. On nous tourne d'eau.
si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous allons devenir quoi? Nous allons demander une seule conclusion. L'implication. Nous ne faisons pas une projection pour le Conseil économique et social. Non, nous suggérons. Et nous vous demandons aussi que le Conseil visite FIFADI ce projet pour aller voir de quoi il s'agit et de quoi nos populations sont capables, de quoi la mobilisation citoyenne est capable de faire. Vous avez capable une mission économique et sociale. Regardez tout ce que nous véhiculons pour lui, Monsieur le Président du comité d'organisation. Tous les jours que le monde lui a fait. Ça coûte quoi de relier Cotonou à Port-Novo en mettant des bacs? Ça coûte quoi? Et si le peuple a commencé, et ne nous ont pas attendu à FIFADI, Monsieur le Président. Tous les jours, des gens payent pour aller à Port-Novo et ils font leur business. Ces jeunes-là qui ont initié ce projet-là font leur business tous les jours pour relier FIFADI à Port-Novo en 13 minutes. Je souhaiterais que dans nos débats, nous essayons de voir où est-ce que nous allons. Lorsqu'on voit un peu le thème qui nous mobilise ce matin, mobilisation citoyenne face à l'urgence du changement climatique. Par rapport à l'urgence, je crois que l'unanimité est claire aujourd'hui, que c'est urgent. Il y a 7 ans, on était à Paris avec la COP 21, qui était un sommet vraiment particulier, puisque cela a permis au monde entier, aux 195 pays présents, de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face efficacement à ce problème de changement climatique. Et un objectif a été clairement défini, de faire les efforts. Tous les pays doivent faire les efforts nécessaires pour contenir le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés au plus. Et si on voit 7 ans après, là où nous en sommes aujourd'hui, puisque la démarche a été de demander à chaque pays d'élaborer son plan climat. Hein, la contribution prévue d'abord, qui est devenue CDN, conditions déterminées au niveau pays, et qui doit retracer les efforts que chaque pays fait pour pouvoir, pour que globalement on puisse vraiment rester dans cette fourchette de 1,5 degré. Alors pour moi, lorsqu'on nous sommes ici ce matin, c'est qu'est-ce qui a été fait? Quel a été le chemin parcouru? Si il y avait eu peut-être un cadre du ministère pour nous dire un peu tout ce qui est prévu, là où on en est aujourd'hui, quels sont les efforts qui sont faits, eh bien ça nous permettrait, n'est-ce pas, de voir eh bien, les défis qui nous restent et comment il faut mobiliser la population par rapport à ça, en fait les citoyens par rapport à cette question. Et c'est là où je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'il est admis que sans qu'il n'y ait de mobilisation citoyenne aujourd'hui, dans aucun pays, les choses ne changent. Nos gouvernants restent sur le plan, sont très attachés aux aspects politiques et les programmes qui sont élaborés et qui ne sont pas souvent inclusifs, eh bien, la mobilisation citoyenne se présente comme une stratégie pour les amener, obliger chacun à jouer sa partition pour l'atteinte, n'est-ce pas, des objectifs. C'est ça l'intérêt du sujet. Alors, pour ne pas être plus long que ça, vous me permettrez de procéder comme cela, puisque je pense que c'est un sujet sur lequel notre commission a suffisamment travaillé. Il faut dire, n'est-ce pas, que, pour être concret, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut sortir de ce café scientifique pour permettre effectivement une mobilisation citoyenne? Et c'est là où nous sommes interpellés en tant que conseil économique et social, puisque ici, il y a également les représentants de la société civile. J'en suis un, en réalité. Nous sommes interpellés, quelle dynamique il faudrait mettre en place pour identifier tous les acteurs de la société civile, afin, n'est-ce pas, qu'on mette en place un mécanisme qui permet de faire, n'est-ce pas, de pouvoir faire la pression nécessaire. Et là, il faut connaître
ce qu'on a comme objectif et quels sont les leviers qu'il faut actionner pour qu'en réalité, nous puissions effectivement aller vers l'atteinte, n'est-ce pas, de cet objectif. C'est vrai que lorsqu'on parle de l'atteinte de l'objectif de la condition de l'Afrique aujourd'hui, beaucoup restent sceptiques, parce que se dire ne sont pas les plus pollueurs. L'Afrique tout entière est même moins de 4%, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre. On a dit aujourd'hui, le thème central sur lequel nous nous accrochons, c'est la justice climatique. Comment il faut faire en sorte, n'est-ce pas, que les pays qui polluent le plus puissent mettre la main à la poche pour qu'en réalité, nous ne puissions pas suivre le même scénario. Les derniers rapports du GIEC du 27 octobre passé ont montré, n'est-ce pas, que nous sommes dans un scénario catastrophique. À la fin de ce siècle, on serait à 2,5 degrés, alors qu'on visait 1,5. La mobilisation citoyenne demeure un élément très important. Et je pense que si on peut prendre le temps pour réfléchir là-dessus, tous ceux qui sont dans cette salle, qui sont, n'est-ce pas, concernés, on peut dire, en sortant d'ici, quelles recommandations faire à nous-mêmes, aux gouvernants, pour qu'on se lève ici avec, comme une armée, pour pouvoir dire l'Afrique doit jouer sa partition. C'est vrai, nous sommes dans une logique d'exiger, n'est-ce pas, que réparation soit faite, qu'il y ait plus de justice climatique, mais aussi comment nous faisons en fait en sorte, n'est-ce pas, que nous également, par nos actions, nous limitons les impacts sur le climat. Aujourd'hui, on a la chance d'être parmi ceux-là qui doivent donner de la voix. En m'appuyant sur l'intervention du conseiller Bedo, il a dit qu'il faut pouvoir mobiliser tous les acteurs qui travaillent sur la thématique en question. Tous les acteurs en parlant des OSC. Est-ce possible? Nous, au niveau de la PACIP, on a fait des études sur ça pour avoir au moins une partie, parce qu'on ne peut pas prétendre avoir tous ceux qui agissent sur la thématique au Bénin, pour avoir cette base. Parce que la démarche pour nous, nous avons soumissionné à un appel à projet que les Pays-Bas ont lancé. Et ça, c'est une activité sous-régionale. Et pour nous, comme objectif, c'est de pouvoir amener le peuple béninois ou les communautés les plus vulnérables à pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. Et nous y sommes depuis 2021. On a fait beaucoup d'études, les résultats sont là. On a bénéficié des responsables du cadre du ministère de l'Environnement et cadre de vie, développement durable. On a bénéficié aussi des appuis de certaines ONC et nous continuons d'agir. Ce n'est pas facile. Nous avons, il y a moins de 10 jours, rencontré les parlementaires pour voir comment est-ce qu'on peut aller en intégrant des rubriques au niveau des PDC 4. Puisque nous sommes là maintenant, ils sont en train de faire l'évaluation des PDC 3 pour l'élaboration des PDC 4 dans certaines communes. Parce que si la population, les citoyens, entre griffes, parce que je dis au Bénin, nous ne sommes pas des citoyens, on a une population, nous sommes conscients qu'il va falloir que les dirigeants aussi intègrent cet aspect dans les planifications. Nous, populations, il faut qu'on sache ce qui est de notre ressort. Nous avons le droit de nous exprimer, de dire ce que nous pensons, ce que ça doit être pour que nous puissions être réellement épanouis dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est prévu dans la planification du pays? Par rapport aux différentes ratifications qui sont faites au niveau national et international, quelle est la position de notre pays pour pouvoir implémenter au niveau régional, au niveau communal? Et ce n'est que sur ça que chacune de nous ici pourrait dire, voilà l'objectif du pays, voilà là où nous devons mener des sensibilisations pour y aller. C'est aussi important parce que se lever dire, oui, nous voulons ça, ce n'est pas évident, qu'on puisse réellement changer les donnes. Puisque le pays
est divisé en plusieurs zones. Et chaque zone a ses réalités. Tant que cela ne sera pas peint et partagé par tous, il serait difficile. On est dans cette salle, nous allons sortir. Chacun ira dans son sens, mais ce n'est pas évident. Moi, j'exhorte, à mon humble avis, le Conseil économique et social à vouloir intégrer dans ses activités, à cette sensibilisation, d'abord, à avoir toutes les informations partagées au niveau des OSC et voir dans quelle mesure on peut utiliser les radios communautaires partout où ça se trouve, qu'on sache faire une bonne vulgarisation sur la situation réelle du pays, dire ce que chacun de nous doit faire pour que cela se fasse, et vous allez voir comment est-ce que nous, OSC, nous allons nous mettre dans la balance. Et ceci m'intéresse aussi en tant qu'enseignante en nutrition et sécurité alimentaire parce que nous avons dans nos curricula de formation dans le département de nutrition à la faculté des sciences agronomiques, il y a une unité d'enseignement qui est agriculture-nutrition, au cours de laquelle nous enseignons, nous faisons le lien entre tout ce qui influence, tous les facteurs qui influencent l'agriculture, y compris le changement climatique, tout ce qui les influence et comment ces facteurs se manifestent en termes de état de santé, défaillance sur l'état de santé, défaillance sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Et je voudrais remercier ici les trois intervenants sur les brillantes communications et les éclairages sur les concepts et dire que ce que moi j'avais voulu avoir un peu plus dans les interventions, c'était de façon claire au Bénin comment se manifeste le changement climatique. Et en fait, c'est vrai que nous savons globalement, c'est les inondations, c'est la sécheresse, mais à Glazoué, par exemple, comment se manifeste le changement climatique? Au nord, est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est l'inondation? Et les communications ont bien fait la différence entre la variabilité et le changement climatique. Est-ce que ce que nous observons comme inondation annuelle, est-ce que c'est l'effet normal du climat ou c'est déjà le changement? Donc, c'était ces éléments que j'aurais voulu avoir un peu plus. Et en tant qu'experte en sécurité alimentaire, l'état nutritionnel et la sécurité alimentaire vient de plusieurs facteurs, nous le savons. Quel est l'effet du changement climatique? Parce que il y a le changement climatique qui a ses effets, mais il y a les autres facteurs aussi qui ont leurs effets sur la sécurité alimentaire. Donc, quelle est clairement la manifestation des changements climatiques sur la sécurité alimentaire? Ce sont ces éclairages que j'aurais voulu qu'ils ressortent. Donc, et pour finir mon propos, étant donné que nous sommes sur la mobilisation citoyenne, moi je voudrais faire mes réflexions sur 3 lignes. Donc, par rapport à la première ligne, c'est l'anticipation. Comment est-ce que du point de vue de la mobilisation citoyenne, nous amenons la société civile, nous amenons les communautés à faire de l'anticipation? Je pense par exemple à l'utilisation de l'information météorologique. Moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, tu regardes à la télé, on prévoit de la pluie, mais tu sors, c'est du soleil. À la télé, on dit qu'il va y avoir du soleil, mais tu sors, tu te fais complètement mouillé. Donc, ce que je dis, c'est comment on utilise l'information météorologique, comment la communauté est impliquée dans l'information météorologique et pour anticiper pour ces activités. Je veux dire, on va faire diffuser l'information météorologique, il est vrai, mais à quoi ça peut servir pour anticiper sur les activités qui vont nous permettre de lutter ou bien de prévoir les effets du changement climatique. Donc, ça c'est ma première ligne. Donc, comment on implique les communautés, la société civile dans l'anticipation?
à travers l'enseignement, à travers l'information sur la météorologie et toutes les autres informations sur la ligne. Ma deuxième ligne de proposition et de réflexion, c'est la prise en charge. Le problème est arrivé. Comment est-ce que les communautés s'organisent pour faire une auto-prise en charge? On se rappelle qu'il y avait des campagnes de salubrité. Est-ce que ces campagnes existent encore au niveau des communautés? Donc, quand il y a l'inondation dans une communauté, comment la collectivité s'organise pour faire une auto-prise en charge au sein? Je n'ai pas d'idée claire pour dire de façon pratique comment ça peut se passer, mais c'est comment nous appuyons au niveau de nos collectivités, nous-mêmes au sein de nos collectivités, au sein des quartiers, comment nous organisons la prise en charge quand le changement climatique se manifeste. Et mon dernier point, c'est sur la prévention, parce que le changement climatique étant un effet qui ne va pas arrêter, c'est sur la prévention et la durabilité. Et sur ce fait, étant agronome de formation, moi je pense que l'agriculture familiale, urbaine et périurbaine, joue son rôle. Comment nous amenons au niveau des communautés, comment nous amenons la société, chacun dans sa résidence ou dans sa maison, comment nous amenons chacun, comment nous sensibilisons ou comment nous faisons de la communication pour que chacun ait son petit potager, pour que chacun ait son petit espace. Il est vrai, il va y avoir toutes les questions de l'urbanisation qui font que les gens n'ont pas d'espace pour se loger, mais je pense que ce sont des lignes sur lesquelles on peut appuyer pour la mobilisation citoyenne. Merci. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, nous ne savons pas là où nous en sommes. Nous étions à la COP 21, où il y a eu des grandes lignes de recommandations concernant la société civile. Si vous lisez tout ce qui a été dit à Paris en 2015, personne ne peut nous dire ici qu'est-ce qu'on a pu permettre à la société civile de faire ou bien on l'a aidé à faire. Donc, notre recommandation forte ici serait qu'on nous permette d'avoir les infos, que le Conseil nous accompagne pour qu'on ait les informations nécessaires pour faire les informations réelles. Parce que le débat d'aujourd'hui, ce n'est plus un débat d'à peu près. Le débat est scientifique, c'est des faits. Ce rapport de nos autres collègues des autres pays, j'en viens d'eux là, ils se sont saisis. L'État s'est saisi. Il y a eu des grandes lignes Bon, donc, ce que j'aurais suggéré en restant dans la logique de vous deux, c'est qu'on nous accompagne à savoir. Et le Conseil est là pour nous accompagner. Si nous prenons par exemple le cas de Fifadji, qui est le bras le plus long de cours d'eau qui traverse la ville, qui part de Togbin pour aller au lac Nokoué. Tous les cours d'eau ont un azimut unique à Cotonou. Et c'est le lac Nokoué. Le lac Nokoué continue maintenant vers Badagry. Malheureusement, on a remarqué déjà dès le début de notre projet que la majeure partie des canaux que les gens font dans la ville, c'est-à-dire le programme d'aménagement, orientent leurs canaux vers la mer. Vous voyez, l'autre doit aller, les utoires naturels, et au lac Nokoué pour Badagry, et l'État dit l'autre doit aller à la mer, ce qui n'arrive jamais à le faire. Donc la ville récupère toute l'eau. C'est ce qu'on a constaté à Fifadji. Deuxièmement, lorsqu'on est arrivé à Fifadji avec les communautés locales qui sont ignorées complètement, alors que c'est eux qui ont la connaissance, qui ont le savoir-vivre, qui ont vécu dans le milieu, qu'on accuse toujours d'occuper les cours d'eau. Or, c'est faux. Le premier problème de l'inondation de la ville à Cotonou, dans la ville de Cotonou, c'est le programme d'aménagement urbain. C'est eux qui créent les goulots d'étanglement de l'eau. L'eau veut quitter Togbin pour aller au lac Nokoué. Et on met un pont de 12 mètres d'envergure sur un cours d'eau qui fait 300 mètres. Donc on barre, comme si on veut produire de l'électricité, on barre la route de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Les Cotonois se sont installés où? Sur les crêtes. Les Podis, les Boussapodis. Quand l'eau est bloquée, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau monte les crêtes et on dit que les gens sont dans l'eau. Alors qu'en réalité, les gens ne sont pas dans l'eau. C'est plutôt les utoires
qui était bloquée, soit pas une voie pavée, on ignore carrément les marécages, c'est un coup. Hein. Si vous voulez, on peut faire le terrain. On a identifié 277 verrous à l'eau à Cotonou, 79 km². Pourtant, on a une belle histoire de Cotonou. C'est-à-dire en 1885, les Français ont creusé le premier chenal qui a relié le lac Nokoué à la mer. Ce qui a permis d'avoir 79 km². Sinon, Cotonou, c'est 19-20 km² à l'époque. Et quand ils ont fait ça, ils ont créé une affinité, parce que le professeur, là, il peut expliquer un peu les changements climatiques, c'est des trucs naturels qui existaient, le basculement du globe, qui a créé le cordon littoral de 10 km, qui a fait une découverte de terre ferme, qui est Cotonou. Quand ils ont constaté cette flopée d'eau qui vient de l'Ouémé, qui devait aller à Guadagri, qui est coincée par le cordon littoral, et ils ont fait quoi? Ils ont percé le cordon. Attends quoi? C'était pas ouvert. Ils ont percé pour que l'eau aille à la mer. Et aujourd'hui, si on va sur les 3 ponts, là, même jusque dans la mer, vous ne voyez que le lac Nokoué. Le lac Nokoué est actuellement dans la mer à près de 15 km. Toute cette eau, ça se déversait sur Cotonou et montait et occupait les crêtes. Donc vous voyez, c'est un ouvrage de grande importance qui a réglé le point d'inondation, même aussi au niveau des traits de côte. Tout ça là, c'est les populations qui nous ont raconté, hein, la Dji, Zobo, les vieux, peut-être, il y en a beaucoup qui sont morts maintenant. Donc, la mer aussi, quand ça monte, parce qu'il y a les balancements, comment vous dites, la haute marée, au lieu de frapper le continent à l'époque, ça rentre dans le chenal et ça va jusqu'à Gambier. Parce que c'est simple, ils ont réglé le point de l'inondation à Cotonou. Sauf que quand on est arrivé, au lieu de laisser les eaux aller au lac Nokoué, on les a bloqués partout. Il va dire par exemple aujourd'hui, les gens pensent que c'est un bassin, alors que c'est un coup d'eau. Vous imaginez qu'on met des bassins sur des coups d'eau. On dit donc c'est des inondations de complaisance. C'est des inondations provoquées par notre modèle d'aménagement qui n'est pas ambitieux. Alors qu'en réalité, les populations veulent quoi? Les universités veulent quoi? Elles forment tellement de jeunes en jet continu qui n'ont même pas accès à l'emploi jusqu'à ce que se retournent en Occident. Or, nous avons l'eau qui va nous permettre de circuler librement. Sur les 13 arrondissements, 9 sont reliés par l'eau. Et le lac Nokoué. Et on a comme l'impression que c'est des arrondissements isolés. Aujourd'hui, on ne parle plus de Saint-Jean-Baboudo. Aujourd'hui, on ne parle plus, on a comme l'impression que les collecteurs, là, c'est des collecteurs, alors que c'est des coups d'eau qu'on a bétonnés pour enfermer l'eau dans les maisons. Si on a la chance aujourd'hui d'être au Conseil économique et social, c'est l'opportunité de vous parler en réalité du projet FIFADI. Parce que quand nous, on a mis tout ça là, on n'a pas lésiné sur les données, on les a donnés. Le gouvernement nous a même fait appel. C'est le gouvernement qui a été le premier à venir sur le terrain pour venir, parce qu'on a aidé les populations à exhumer, à enlever les bouts, enlever les sachets, à les transformer, ainsi de suite. Et passer à quoi? Construisez des quais flottants, construisez des marchés flottants pour s'adapter. Parce qu'il vaut mieux commencer par flotter que de s'enraciner dans des bétons dans une ville qui n'est en réalité qu'un fond de mer. Cotonou n'a jamais existé. C'est le basculement du globe qui a fait la découverte de la Terre et la prise en masse de l'eau dans le pôle Nord. Donc les glaciers maintenant sont en train de fondre. Ça veut dire quoi? L'eau va reprendre sa place. Mais si on veut rester, on peut vivre avec l'eau. Venise, c'est sur l'eau. Amsterdam, c'est sur l'eau. Mais pourquoi bétonner ces cours d'eau-là? Au lieu de les ouvrir, c'est le moment de les ouvrir. Les communautés le disent, hein, elles n'ont pas été à l'école. C'est le moment d'ouvrir les cours d'eau et de les laisser bien larges. Et c'est ça que les gens font en Occident. La Seine n'est pas fermée. On circule. Et ça donne de l'économie, près de 7000 emplois chaque jour. Et on a 3 fois le potentiel que Paris. On ne peut pas les utiliser. Nous n'avons que 2 choses sur le plan de notre mission. C'est de pouvoir donner des avis aux gouvernants et aussi faire des recommandations pour les sujets d'autosaisine. Mais comme vous l'avez dit, c'est tellement intéressant, c'est vraiment un cas très pratique qui vraiment nous permet de toucher du doigt des réalités, comment nous pouvons valoriser nos ressources, que en tant que président de la commission environnement, développement rural du Conseil économique et social, je pense que nous allons très rapidement organiser une visite sur le site, d'abord premièrement, et la deuxième chose que nous pouvons faire, nous, au niveau de la commission, nous pourrions organiser une présentation, puisque c'est rapidement que le collègue a présenté ce projet, une présentation ici pour les membres de la commission,
Si possible, s'il faut l'élargir, on va voir ça avec le président. Et après, maintenant, voir quel accompagnement, évidemment, sur le plan, n'est-ce pas, de pouvoir formuler des recommandations concrètes et voir également, puisque nous représentons la société civile au niveau du conseil social, avec tous ceux qui sont ici, comment déjà concrétiser notre thématique et susciter la mobilisation citoyenne autour des actions comme celle-là. C'est du concret. Et par rapport à ça, je crois qu'on pourrait déjà, à travers ce canal, le Conseil économique et social peut capitaliser ce qui vient d'être présenté. Donc c'est sur ça que je voudrais insister. Merci, M. le coordinateur. Bon, avec ce que le président Guaido vient de dire, je crois que le CS initie prochainement un forum sur l'environnement, enfin, au niveau du pays, et que nous puissions faire un débat, avoir un programme national pour sauver notre environnement, un programme que tous les gouvernements pourraient intégrer dans le plan d'action, les actes à bannir, qu'on ne puisse plus vraiment bétonner tout le pays et qu'on ait des possibilités pour que les espèces végétales aussi puissent respirer autour de nous. Ça va être déjà une grande contribution du Suez à ce débat-là. Un café scientifique qui a une sorte de rencontre informelle, qui ne se veut pas élitiste, qui permet les échanges libres entre scientifiques et non scientifiques, mais sur une question scientifique. Donc là, les débats ont été ouverts, tout le monde a eu le droit à la parole. Nous ne sommes pas dans un cadre académique formel, nous sommes donc dans des échanges. C'est pour ça qu'on parle de café scientifique. Notre sujet, c'est la mobilisation citoyenne face à l'urgence climatique. Nous avons eu des interventions de très bonne qualité. On a eu un mixage d'intervenants universitaires et d'acteurs de terrain. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps par rapport à la question diagnostique. Quelle est la situation? Le diagnostic a été fait. Il y a des règlements climatiques, il y a ravage climatique, il y a catastrophe climatique, parce que l'homme est là. C'est lui qui détruit l'environnement. C'est lui qui incendie les forêts. C'est lui qui a recours aux ressources fossiles. C'est lui qui creuse le pétrole. C'est lui qui construit des bétons pour barrer la route naturelle à l'eau. C'est lui qui allume les feux de forêt. Maintenant, il est le responsable. C'est lui qui fait les ports. Donc, voilà, c'est lui qui détruit l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a dit qu'il y avait 3 façons d'agir. L'anticipation, la prévision, l'adaptation et l'innovation. La prévision, c'est mettre en place un dispositif d'alerte précoce pour dire, attention, dégagez, il y a un ouragan qui arrive. Si vous ne pouvez pas contrôler l'ouragan, au moins vous pouvez fuir. Donc, c'est ça la prévision. Il y a un dispositif d'alerte. Donc, l'adaptation, c'est de dire, l'homme ne peut obéir à la nature, maîtriser la nature qu'en obéissant à ses lois. Quand il y a ouragan, on se cache. Quand l'ouragan passe, on revient. Donc maintenant, il y a l'innovation, l'adaptation et l'innovation, les recherches scientifiques. C'est pour ça que je suis content que le CBRSC soit représenté, les chercheurs soient vivement reçus. Donc, voilà ce qu'il y a comme solution. Maintenant, en ce qui concerne notre café, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cela? Le CS, dans sa mission constitutionnelle, a la possibilité, a le droit de s'autosaisir par rapport à des questions d'intérêt socio-économique. La question du changement climatique est une question socio-économique d'importance et d'actualité. D'importance parce que les catastrophes climatiques menacent nos vies, menacent l'économie nationale, menacent notre sécurité. La preuve, que ce soit à Thiémé, que ce soit à Gandhi, même à Rindé, tout près ici à Cotonou, il y en a qui sont pris chez eux depuis des semaines. L'eau les a déjà délogés. Donc, ils ne sont plus chez eux, ils ne peuvent plus retourner. Et des récoltes ont été donc englouties. À partir de ce moment, c'est une question très importante d'actualité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons recommander? Qu'est-ce qui peut ressortir de ceci? Bon, pêle-mêle, hein, nous allons, avec les collaborateurs, enfin les collègues, nous allons mettre de l'ordre au niveau du cabinet. C'est qu'il faut un changement de comportement de la part de l'homme. Chacun n'a qu'à
s'interroger sur son comportement à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ferme la lumière en quittant la maison? Est-ce qu'on laisse les climatiseurs ouverts dans nos bureaux? Quand on sort, on dit c'est pour l'État. Est-ce qu'on laisse les robinets, l'eau couler? Donc, il faut changer de comportement. Donc, c'est une question d'abord individuelle. Est-ce que chacun, dans ces salles-là, qui n'a jamais planté un arbre et entretenu jusqu'à sa croissance, si on l'a fait, ceux qui l'ont déjà fait, qu'ils continuent à le faire, ceux qui ne l'ont jamais fait, ils se donnent l'occasion de planter un arbre au moins dans leur vie. C'est déjà une façon de lutter contre le changement climatique. Je voudrais vous dire infiniment merci. Merci à tous les conseillers qui sont restés depuis ce matin à 9h jusqu'à 7h. Merci à tous nos invités. Merci à tous les communicateurs, au professeur Vicin, à M. Cotan et à M. Achadé. Je voudrais vous dire infiniment merci. Aux consultants aussi, je vous remercie. Je voudrais vous renouveler, chers conseillers et chers participants, mes sincères remerciements pour votre disponibilité et votre sens aigu de responsabilité. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos collaborateurs et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis la tenue effective de cet événement qui, il faut le reconnaître, s'illustre par son caractère inédit. Chers conseillers, honorables invités, mesdames et messieurs, nous avons organisé ce café scientifique, faut-il le rappeler, dans la perspective de susciter par nos réflexions la mobilisation citoyenne pour une prévention et une atténuation des émissions de gaz à effet de serre et pour des mesures d'adaptation des populations aux effets des changements climatiques. Nous avons à cet effet eu le bonheur d'échanger tant avec la communauté scientifique que des citoyens sur la problématique objet de débat. À en juger par la qualité des interventions, je puis affirmer sans fausse modestie que les objectifs que nous nous sommes assignés sont largement atteints. En effet, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont assez édifiants pour nous permettre de faire des propositions au pouvoir public qui tiennent compte du caractère multiforme des sensibilités exprimées ici.